Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview. Bonjour Vincent De Wolf. Bonjour. Bourgmestre d'Etterbeek, membre du mouvement réformateur, député bruxellois, chef de groupe au Parlement bruxellois. Pourquoi est-ce qu'il faudrait suspendre les fameuses astreintes qui empêchent de survoler Bruxelles? Bonne question. Soyons clairs et précis, essayons en tout cas rapidement. Je rappelle que le plan Wathelet est une véritable nuisance pour les Bruxellois. Nous l'avions dénoncé avant les élections. M. Wathelet n'a rien fait pour le changer avant les élections. Il a été condamné le 31 juillet très clairement par le tribunal. J'ai ici le résumé de la décision. On condamne à un retour à la situation antérieure et on condamne à cesser d'utiliser le virage gauche et le survol sur le canal. Et donc justement, il y a une action de la région bruxelloise que nous avons soutenue, que vous avez soutenue, la première commune qui prévoit des astreintes dans le cas où on continue à survoler Bruxelles. Pourquoi est-ce qu'on n'est plus d'accord avec ça tout d'un coup? Alors, je n'ai pas dit que j'étais plus d'accord avec ça. J'ai dit qu'il fallait pouvoir raison garder et avoir un peu de dignité, qu'au moment où les négociateurs, jour par jour, essayent de gratter 1 euro par euro pour limiter les effets de la crise pour les Belges et pour les Bruxellois, il n'est quand même pas raisonnable que la nouvelle ministre de l'Environnement, profitant de la faute commise par le ministre Wathelet, par l'immobilisme de Mme Font, qui n'a toujours pas aujourd'hui donné des instructions précises à Belgocontrol, qui a perdu 2 mois. Elle dit le contraire, hein? Elle dit le contraire, mais moi je vous dis que ça n'a pas été fait et que Belgocontrol confirme aujourd'hui ne pas avoir reçu d'instructions claires de la ministre. Elle a perdu 2 mois. On vous mettra un jour face à Catherine Font, parce qu'elle dit qu'elle a donné toutes les instructions. 2 mois, c'est 3 millions d'euros. C'est 50 000 euros fois 60, ça fait 3 millions d'euros. Et moi, je dis, il est indécent que le CDH, d'un côté, commette la faute, soit condamné, et de l'autre côté, tente la main pour recevoir ces sous, qui sont les sous du contribuable global. Et ça, ce n'est pas raisonnable. Donc, on demande, nous, en tout cas, que ces 3 millions d'euros, on ne les demande pas maintenant, qu'on laisse le temps à Belgocontrol de faire son boulot. Parce que l'essentiel, ce n'est pas l'argent, l'essentiel, c'est que cette nuisance cesse au plus vite. Ouais. Ce que vous demandez donc, c'est qu'on suspende la perception des astreintes, pas qu'on y renonce. Exactement. Parce que donc on les suspendrait pour combien de temps? Mais on voudrait rattraper le temps perdu par Mme Font de 2 mois, ce qui fait 3 millions d'euros. Et ce n'est pas un renoncement. L'astreinte, elle est due, elle commence à courir au 1er novembre, mais on peut ou non pousser sur le bouton du paiement. C'est ça qu'on dit. Alors, il y a eu beaucoup de réactions sur cette question-là. Je vous propose une question Twitter pour commencer. C'est celle de Geoffroy Roucou. Alors, c'est un militant écolo. Pourquoi ce revirement sur le plan de survol de Bruxelles? Vincent De Wolf veut-il protéger le mouvement réformateur au fédéral? Est-ce qu'il y a une vision politique ou politicienne derrière votre sortie? Alors ça me fait vraiment rire parce qu'il n'y a pas de vision politicienne ou politique, il y a simplement une indignité de se dire, il y a une règle qui dit qu'on ne peut pas alléguer sa propre turpitude, on ne peut pas se rémunérer de sa faute. Oui, mais vous arrangez quand même assez bien les négociateurs suédois s'il n'y a plus d'astreinte. Ils vont être moins pressés. Non, mais on n'a pas dit qu'on voulait plus d'astreinte, on a dit qu'il fallait pas rémunérer la faute. Et quand je vois que Mme Uijtebroek, j'ai les pièces ici, en 2005, en 2006, n'a pas appliqué les astreintes et a dit « j'attends une solution du gouvernement fédéral », je ris quand même de voir Écolo qui a l'air de parler ici d'une situation... C'est un peu la guerre des communiqués depuis hier, après votre sortie. Céline Frémaux a d'ores et déjà annoncé qu'elle ne répondrait pas positivement à votre suggestion et qu'elle allait percevoir les astreintes. Oui. Evelyne Uijtebroek a également fait un communiqué où elle vous traite de girouette. On ne comprend pas beaucoup pourquoi vous avez soutenu le moratoire, soutenu les astreintes et tout d'un coup que finalement il ne faut pas vraiment les percevoir. Mais non, je vous ai dit, il n'y a pas de rupture dans le discours. Le moratoire, j'ai été le premier à le demander. Le président du parti l'a confirmé. On l'a bien dit avant les élections et on l'a redit après les élections. J'étais dans le grand débat de mise au point à ce sujet aussi. Il n'y a pas de débat là-dessus. On a été, nous, la première commune à soutenir l'action. Donc on est content de la décision et on demande qu'on exécute la décision. On constate simplement que le CDH commet la faute, ne la répare pas, n'exécute pas l'ordonnance et puis tend la main en disant par ici l'argent. Ça c'est quand même violent. Et donc on dit un peu de dignité au CDH, mettez ça au frigo 2 mois, laissez le temps à Belgocontrol de faire ce qu'il faut pour que les Bruxellois soient sans cette nuisance et après on verra. C'est pas un renoncement. Donc 2 mois, ça nous reporte à novembre. Et si en novembre, ça ne s'est pas amélioré, ou en décembre... Oui, le vrai délai, c'est 1er novembre, plus 2 mois, ça nous ferait fin décembre. Ouais, oui, donc au 1er janvier, on pourrait percevoir les astreintes dans votre position. Et on pourrait même le faire rétroactivement, mais on trouve qu'aujourd'hui, un peu de dignité, ce serait pas mal. Alors, autre question Twitter, toujours sur le même sujet. Donc, comme promis, la Suédoise donnera-t-elle l'injonction ministérielle du moratoire sitôt qu'elle est mise en place? Et ça
répond un petit peu, ça résonne un petit peu à ce que vous disiez à propos de Catherine Fonck. Donc à cet égard-là, moi je vous ai dit, d'après nos informations, Mme Fonck n'a toujours pas clairement donné une instruction sur le moratoire, c'est-à-dire le retour aux anciennes routes conformément à l'ordonnance. Nous, on a clairement dit qu'on agissait en 2 temps. L'urgence, c'est de respecter dans un état de droit une décision de justice. On l'exécute, on en revient aux anciennes routes. Mais ça ne solutionne pas le problème. Il faut se mettre autour de la table avec tous les partenaires, les associations, les riverains et Belgocontrol et trouver la meilleure solution possible pour ne pas renvoyer les nuisances d'un côté à l'autre. Alors, le moratoire seul, est-ce que ça suffit ou est-ce que ça ne suffit pas? Si je comprends bien ce que vous venez de me dire, ça suffit pas. Le moratoire seul, c'est l'exigence aujourd'hui, l'urgence, mais ça ne suffit pas. Donc, il faut la négociation que vous décriviez après. Est-ce qu'on a les moyens de l'imposer aux partis néerlandophones alors qu'ils sont peut-être moins désireux que les Bruxellois? Dans une négociation, on n'impose rien. Dans une négociation, on négocie et on arrive à un bon accord. Ouais. C'est envisageable? Bien entendu. Pourquoi est-ce que les partenaires de la coalition suédoise ne l'ont pas d'ores et déjà envisagé et d'ores et déjà négocié? Écoutez, moi, je ne suis pas un négociateur. Je ne vais pas vous dire où ils en sont. Je sais que ça a bien été convenu en 2 temps avec la volonté d'aboutir. Donc moi, j'ai confiance là-dedans, tout à fait. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui un peu 2 catégories de Bruxellois? Ceux pour qui le plan Wathelet est un cauchemar, mais on voit un peu la fin du cauchemar, puisqu'il y a quand même une promesse de moratoire qui a été actée par le prochain gouvernement, ou le probable prochain gouvernement. Et puis les autres, ceux du Canal et ceux de l'Est de Bruxelles, qui, eux, ne voient pas la fin du tunnel. Alors, donc notre volonté n'est vraiment pas celle-là. Parce qu'un Bruxellois ne vaut pas moins ou plus qu'un autre, c'est une évidence. Et d'ailleurs, un Belge en général, un citoyen quel qu'il soit. Donc je crois qu'il y a des solutions techniques qui sont possibles. C'est l'objet du temps qu'il faudra, et ça doit aller vite. Je cite un petit exemple, j'ai oublié le nom technique que ça représente, mais moyennant un montant d'1 million d'euros à peu près, on peut fournir une piste d'atterrissage avec un système de guidage qui permet... Donc c'est le fameux ILS qui permet le guidage partant de brouillard ça, par et puis une grande fréquence de décollage. C'est une solution qui peut être étudiée. Et il y a comme ça une série de choses qui peuvent être mises en place en accord avec les différents partenaires, avec les riverains. L'aéroport doit rester, les avions doivent voler, il faut limiter les nuisances au maximum pour tout le monde. Alors on a encore vu des images dans le journal d'une mobilisation importante au conseil communal de Woluwe-Saint-Pierre hier. C'est encore le cas à Etterbeek, ça reste un sujet sensible? C'est un sujet sensible, les gens sont un petit peu plus calmes parce qu'ils ont compris que la solution était en chemin. Ils l'espèrent, puisqu'il y a une décision de justice et que il y a eu une prise de position claire du futur gouvernement, j'espère qu'il s'installera. Mais c'est pas un problème. Moi, je suis interpellé chaque fois que je sors. Il faudrait que moi, tous les soirs, quand je rentre chez moi, je vois les avions qui passent juste au-dessus de la maison, vraiment dans le cheminement du décollage. Oui, c'est une situation qui n'est pas tenable pour les riverains, c'est vrai. Alors, vous êtes chef de groupe. Est-ce que vous rongez votre frein? Écoutez, je ronge mon frein, oui et non, parce qu'on a du boulot, on a engagé des collaborateurs, on est un peu comme prêt à démarrer sur les chapeaux de roue. Donc vous préparez la législature, donc on prépare la législature. De nouveau dans l'opposition, ce qui est une déception. Une déception, oui, parce qu'on méritait, je dirais, d'être dans la majorité. Moi, avec l'ensemble de ceux qui sont autour de moi, on a fait un gros résultat, on a augmenté de 40% nos sièges, il y a eu un vrai message des Bruxellois qui n'a pas été entendu par ceux qui sont aujourd'hui à la tête. OK, on a dit on fera notre boulot et on se fera entendre. Est-ce que la rentrée parlementaire le 15 octobre, c'est trop tard? Alors, d'abord, je souris de voir que ce dont parle le gouvernement aujourd'hui, c'est des perruches vertes. Bon. Donc, j'ai vu une sortie dans la presse. Une ministre, en l'occurrence. Une ministre, parle des perruches vertes. Donc, si c'est tout ce qu'on a à se mettre sous la dent pour la rentrée parlementaire à Bruxelles, c'est pas très sérieux. J'avais, moi, déposé une résolution dans le passé pour qu'on puisse rentrer plus tôt. Oui, il faut un peu changer la Constitution, c'était compliqué. Voilà. Jusqu'à présent, ce n'était pas possible. Ça le sera peut-être dans le futur. Maintenant, c'est possible et je crois qu'il y a un consensus là-dessus et on soutient ça. Par exemple, le viaduc Reyers, est-ce qu'il est raisonnable que nous, opposition, 18 députés, 21 par rapport aux socialistes, on est presque aussi important qu'eux dans le Parlement, on n'a rien, on n'a pas d'éléments, on n'a pas de rapport, on apprend par la presse quelque chose qui concerne... Donc à l'avenir, il faudra que le Parlement régional rentre quoi en septembre? Qu'on puisse éventuellement rentrer plus tôt, convoquer des commissions, avoir un débat parlementaire. La vie ne s'arrête pas parce que c'est les vacances parlementaires. Alors, on a eu Armand de Decker à votre place il y a 2 jours, bourgmestre d'Uccle. Il nous a dit, lui, qu'il avait notamment 4 jeunes qui étaient déjà rentrés de Syrie dans sa commune. Est-ce qu'à Etterbeek, on a des djihadistes? Un. Ok. Et donc la situation est sous contrôle. Est-ce que vous êtes, comme Armand de Decker, favorable à l'idée qu'il faudrait un centre fermé pour rééduquer ces jeunes quand ils reviennent?
Je pense que les idées de ce type-là sont peut-être difficiles à exposer comme ça, brutalement. Je veux dire par là que ça nécessite un examen, à mon avis, un petit peu plus fin. En tout cas, laisser revenir ces jeunes, ça dépend aussi quels jeunes. Qu'est-ce qu'il a été faire là-bas? Est-ce qu'il a vraiment fait de l'humanitaire? Est-ce qu'il a fait du militaire? Est-ce qu'il revient avec une volonté belliqueuse, agressive? Bon, laisser ces gens comme ça dans la nature sans les suivre et sans contrôle, c'est non. Donc un suivi, oui. Quelle est la bonne, je veux dire, quelle est la bonne attitude à avoir? Est-ce qu'il y a une mesure judiciaire à prendre, une mesure d'enfermement, une mesure d'accompagnement? Je crois que ça dépend des situations. Donc il faut un débat, si je vous comprends bien. Oui, tout à fait. La réponse n'est pas tranchée. Oui, oui. Si les partenaires de la coalition suédoise claquent des portes, c'était le cas hier soir, c'est que c'est plus difficile que prévu? Écoutez, je ne vais pas parler de ce que je ne connais pas. J'ai de temps en temps des contacts avec mon président, bien entendu, mais donc la négociation, je ne suis pas dans la ça se déroule entre Charles Michel et Didier Reynders. La négociation, ça se déroule entre les négociateurs et dans le respect de la confidentialité. Nous serons associés au moment où il faudra prendre une attitude quand ils arriveront au bout du chemin. Charles Michel, c'est un bon Premier ministre potentiel? Charles Michel, c'est un bon président, c'est un ami, et s'il y a un accord pour qu'il soit, Premier ministre, pourquoi pas, bien évidemment. Ouais, s'il est Premier ministre, qui est-ce qui devra être président de parti? Est-ce que c'est Didier Reynders ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? On va laisser les instances calmement discuter de ça, le bureau se réunir, les personnes prendre attitude. Ouais, Vincent De Wolf sera candidat? À quoi? Je ne sais pas. À la présidence du parti. À la présidence du parti ou un poste de ministre fédéral? Il ne sera pas candidat à la présidence du parti. Un poste de ministre fédéral? On n'est pas candidat à un poste de ministre. Moi, je suis à la disposition de mon parti. J'irai là où la majorité estimera devoir m'envoyer. Ça veut dire que votre téléphone est ouvert et qu'on peut vous appeler? Mais ça, c'est jour et nuit. Un bourgmestre, c'est toujours, parce qu'il est toujours prêt à répondre quand il y a un problème. Merci Vincent De Wolf d'avoir été l'invité de l'interview. Restez avec nous parce qu'il y a un petit collector à suivre. Ce sera la toute première météo de Younes Mernissi, qui est notre nouveau monsieur météo. Donc la première, c'est dans un instant. Et puis, allez faire un tour sur le site de Télé Bruxelles, www.telebruxelles.be, et vous allez voir le nouveau site de Télé Bruxelles qui a été mis en ligne ce matin. Je vous assure que ça vaut le coup d'aller jeter un petit coup d'œil. Bonne journée, 18h le journal, 18h25 le magazine M.